Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Au tout début des années 70, à un moment où le syndicalisme n'était pas encore totalement bridé, des mouvements sociaux, initiés par un vrai mouvement de gauche alors, commencèrent à inquiéter sérieusement le régime. Pour désamorcer définitivement toute revendication sociale, un bien étrange dispositif fut mis en place. Ce fut la révolution industrielle, cristallisée par la gestion socialiste des entreprises. Ce furent des années de calme plat, faits de pénurie de produits de piètre qualité, mais de sécurité et de certitude. En fait, les travailleurs n'avaient plus rien à revendiquer puisque désormais c'était eux qui géraient leurs usines, ou du moins, qui étaient censés les gérer. Des primes de rendement individuelles, des PRI, et collectives, des PRC, étaient distribuées mensuellement, quel que soit le niveau et la qualité de la production. Et une part des bénéfices était distribuée à chaque salarié chaque an, même si l'entreprise était déficitaire. Hormis son attraque, les entreprises publiques étaient plus ou moins sous perfusion. On disait d'elles, dans le temps, qu'elles étaient comme une vache qui engloutit de la paille par bottes entières et qui donne du mauvais lait au compte-gouttes. Mais, en ces temps de socialisme de façade, même si cela se faisait dans l'improvisation et l'incompétence, l'économie était un temps soit peu dirigée, la consommation était bridée, les prix des produits de consommation dits de première nécessité étaient soutenus par l'État. Donc, l'industrie nationale et l'agriculture étaient au plus bas, mais l'argent des hydrocarbures, même s'il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, permettait à tout le monde de manger à sa faim en slalomant entre les sempiternelles pénuries. En ces temps-là, durant toute la décennie 70, 60% des investissements étaient consacrés à la seule industrie, dont une large part servait en fait à sustenter des entreprises qui ne produisaient que du déficit. Mais la paix sociale était à ce prix et les hydrocarbures étaient là pour entretenir l'illusion. Il n'en demeurait pas moins qu'en ces temps-là, et jusqu'à la fin des années 80, 372 entreprises industrielles publiques, sur un total de 22 754 entreprises publiques et privées, soit 1,6% des entreprises industrielles, employaient à elles seules 80% de la main-d'œuvre industrielle du pays. En fait, dès le début des années 80 et jusqu'à leur fin, les investissements publics dans l'industrie du secteur public commencèrent à dégringoler jusqu'à ne plus être qu'insignifiants. De façon progressive, des réformes de plus en plus brutales furent décidées qui transformèrent de fond en comble le paysage industriel. Sous la pression des institutions financières internationales, mais aussi sous l'influence de milieux politiques qui s'étaient installés au cœur du pouvoir, une libéralisation entre guillemets bien sûr, de l'industrie algérienne fut menée au pas de charge. Cela commença par des semblants de restructuration, des réaménagements de toutes sortes, pour finir en liquidation pure et simple, puis en bradage à des clientèles et à des parentèles des barons du régime. Certains secteurs, comme celui des industries manufacturières, du textile et du cuir, furent quasiment laminés. Puis vinrent les années de bombance, dès le second mandat de Bouteflika. La flambée des prix du baril allait permettre au régime de créer l'illusion d'une prospérité on ne peut plus factice. Les importations massives de tout et de n'importe quoi finirent par achever le peu qui restait du secteur public industriel, hors celui des hydrocarbures et de l'énergie. Il n'y a presque plus de production algérienne, mis à part une part minime de produits de transformation à partir de matières premières et d'équipements importés. Aujourd'hui, alors que la chute des prix du baril risque de siffler la fin de la récréation, le pouvoir semble s'être réveillé. Il annonce des mesures et d'autres parlent de faire repartir l'industrie algérienne, de réaliser 7% de croissance, de recruter des centaines de milliers, de créer des centaines de milliers d'emplois, de lancer un plan d'action urgent pour améliorer le climat des affaires en Algérie, notamment, je cite, par la prise de mesures nécessaires pour faciliter l'acte d'investir, notamment en matière de foncier industriel, de facilitation bancaire, de procédures administratives de lutte contre l'informel
et de révision du cadre fiscal, je ferme les guillemets. Le ministre de l'Industrie et des Mines parle même d'une option, je le cite, option stratégique du gouvernement pour un nouveau paradigme de développement industriel. La grande question qui se pose est de savoir s'il est aussi facile de mettre en place tout un système, toute une stratégie, de se fixer des objectifs aussi complexes, une telle gageure dans une conjoncture mondiale particulièrement négative, et de confier un tel défi à un pouvoir que beaucoup qualifient de médiocratie prédatrice. Aujourd'hui, Algérie 360, baisse des recettes pétrolières, le gouvernement Sellel tourne en rang par Rabah Ris. APS, la conférence éco-sociale marquée par l'urgence de la relance de l'industrie. Et enfin, Maghreb émergent, pourquoi la réindustrialisation de l'Algérie ne peut pas commencer sous Bouteflika par Qadi Ihsan, qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce sujet et débrouiller pour nous cette embrouillamini qu'est la situation de notre économie. Qadi Ihsan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'état de l'industrie algérienne aujourd'hui et comment sommes-nous arrivés où nous sommes? Alors, on peut commencer par le deuxième volet de votre question. Comment sommes-nous arrivés là où nous sommes? Nous avons, il faut s'en souvenir, au début des années 90, opéré un ajustement structurel. Nous étions fermés au monde. L'ajustement structurel a eu une double conséquence. Il a réduit la demande solvable des Algériens. Le FMI, à cause de la crise de l'endettement, nous a obligés à réduire notre consommation. Considérer que l'Algérie, un peu comme la Grèce ces dernières années, ou l'Espagne, vivait au-dessus de ses moyens. Oui. Donc, nous a demandé de réduire notre niveau de consommation. Et deuxième volet de l'ajustement, elle nous a obligés à nous ouvrir sur le marché mondial. Et en nous ouvrant sur le marché mondial, en fait, nous avons sonné la fin de l'ancien paradigme. C'était quoi l'ancien paradigme? Vous l'avez très bien décrit durant votre présentation. C'est un système d'industrie et d'économie autocentrée avec des prix administrés qui travaille essentiellement sur le marché local et qui est très peu réactif à la compétitivité internationale. Monopole par branche, Sonacom, Sonelec, et ainsi de suite, dans la mécanique, etc., avec des marchés captifs à l'intérieur du pays. Donc, on est à peu près sûr de vendre ce que l'on produit, puisqu'il n'y a pas réellement de concurrence de produits importés. Ce paradigme-là, donc, a été démantelé au début des années 90, sous l'effet de la crise de l'endettement de l'Algérie. Et celui qui est venu le supplanter n'a jamais été réellement pensé par les autorités algériennes. Celui qui est venu le supplanter, effectivement, a donné la prime systématiquement aux produits importés, parce qu'on nous a obligés à démanteler nos barrières tarifaires un peu plus vite à partir de 2003 et de la signature de l'accord d'association. Et le secteur le plus exposé, le plus sensible à la compétition internationale, c'est celui de l'industrie. Et l'industrie a donc baissé dans le PIB algérien. Elle était au début de cette période, en gros, on va dire au milieu des années 80, elle était à 27-28% du PIB. Aujourd'hui, l'industrie algérienne ne pèse que moins de 5% du PIB, 4,2 au dernier chiffre, si je me souviens bien, de l'Office national des statistiques. Alors, à lui tout seul, ce chiffre, en principe, résume la situation où se trouve notre industrie. C'était le premier volet de votre question. Elle va très mal, puisqu'elle est totalement dominée sur son propre marché. Elle n'arrive pas à répondre à la demande solvable nationale qui, entre-temps, s'est beaucoup accrue grâce évidemment aux dépenses publiques, au budget de fonctionnement de l'État, à la manne pétrolière de ces dernières années. Et l'industrie n'a pas profité de cette relance mais peut-on encore parler d'industrie à baisser. On peut rentrer ensuite dans le détail de pourquoi elle a baissé. Oui, mais peut-on encore parler d'industrie en Algérie? Est-ce que ça existe encore? Absolument. Dites-nous alors. Absolument. Il y a une industrie, elle est en mauvais état, elle n'est pas suffisamment compétitive, mais il faut différencier l'analyse. Bien sûr qu'il existe une industrie. Il faut même dire que 5% d'un PIB à 160 milliards de dollars, c'est pas totalement insignifiant. Il y a des filières qui sont restées de l'ère Boumediene,
qui sont ceux de la sidérurgie, de la transformation mécanique, de la mécanique, de la transformation chimique, de la pétrochimie. Ce sont des secteurs qui existent, qui sont pas très performants, qui se sont parfois associés au secteur industriel étranger, aux firmes étrangères. Je pense notamment à Al-Hajjat, qui a été repris par ArcelorMittal. Oui. Les gaz industriels ont été repris par Ligne de Gaz. Il y a donc des activités, les engrais ont été repris par l'espagnol Feribatia, donc Fetiberia. Donc il y a une base industrielle qui n'a pas totalement disparu. Est-ce que ce n'est pas plutôt des restes? Est-ce que ce n'est pas plutôt de beaux restes de ce qui fut une industrie de façade? Non, ce sont des activités qui ont des actifs qui ont une tradition, qui n'ont pas pu se développer en autonome. Fertiberia, Fertial Algérie, exporte vers le marché européen des engrais. Ligne de Gaz exporte des gaz rares, des gaz industriels. Al-Hajjar a subi une conjoncture internationale très mauvaise, mais continue il est en mesure de se redéployer, pour produire au moins 2 millions de tonnes par an de produits sidérurgiques. J'ai cité 3 principaux exemples, il y en a d'autres. Oui. Donc Renault va démarrer avec SNBI dans 2 jours. Donc s'il n'y avait pas une industrie algérienne, Renault ne serait jamais venu en Algérie. Il faut bien l'avoir en tête, ça. Oui, mais le taux d'intégration de l'usine de Ouatlilat est faible. Il est beaucoup plus faible que celui de l'usine de Tanger au Maroc. Mais même s'il était faible, cette présence et cet assemblage de véhicules en Algérie, c'est plutôt un assemblage. Un minimum de savoir-faire qui peut permettre de le faire. Le partenaire de Renault en Algérie, c'est SNBI. Vous faites bien de le signaler. Vous faites bien de le signaler. En l'occurrence, Renault, c'est surtout de l'assemblage, en fait. Ah oui, non, c'est bien sûr, c'est de l'assemblage. Oui. C'était pour répondre à votre question. Est-ce qu'il existe encore une industrie? Bien sûr qu'il en existe une, mais elle est très en deçà des besoins. Nous apportons pour 60 milliards de produits, de biens et de services, dans lesquels il y a à peu près au minimum une vingtaine de milliards qui devraient pouvoir être assurés par la production algérienne. C'est ça qu'il faut regarder. Oui, exact. C'est ça qu'il faut regarder. Et la question, c'est pourquoi cette offre industrielle algérienne n'est pas là pour pallier, pour répondre à une demande qui, elle, continue de se développer. Une demande intérieure qui est une demande finale ou une demande en consommation, en demi-produit. Et la réponse est que les années Bouteflika ont fait totalement fausse route sur cette question. Les années Bouteflika nous ont fait perdre du temps parce que elles n'ont pas ces années-là. Le management. Nous allons y venir, Qadi Hsen. Il y a eu des errements qui ont fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à ce stade-là. Nous allons y venir. C'est une question que je vous ai préparée. Mais avant d'y arriver, d'après vous, la Conférence nationale sur le développement économique et social, dont le principal thème a été celui de la relance industrielle, qui s'est tenue du 4 au 6 novembre, a recommandé une feuille de route pour une série de mesures qui doivent être prises dans l'urgence. Je cite le communiqué. Alors, quelles sont ces mesures, d'abord, avant de dire si elles sont possibles ou non à prendre? Quelles sont-elles, en fait, ces mesures? Vous en avez cité quelques-unes durant votre présentation, dans les recommandations de la conférence sur le développement économique et social. On est sur la compétitivité de l'industrie. Il a été essentiellement question de facilitation, d'amélioration de l'environnement du business doing et du doing business. L'Algérie est très mal classée, au-delà de la 150e place. Les facilitations concernant les dispositifs d'aide à l'investissement, l'accès au crédit, l'accès au foncier. En fait, en gros, rien de nouveau sous le soleil. Oui. Rien de nouveau sous le soleil, à part le fait qu'aujourd'hui, on considère que ça devient une urgence, qu'il faut agir sur ces leviers et qu'on ne peut pas les ignorer. Il y a quelque chose également de nouveau dans la tonalité du gouvernement et du nouveau ministre de l'Industrie, mais c'est pas là aussi si nouveau que ça. C'est de dire aujourd'hui, on s'appuie, il n'y a pas de différence entre le privé et le public. L'acteur de la réindustrialisation de l'Algérie sera l'entreprise, indépendamment de son statut juridique. Il se trouve qu'en fait, on a perdu du temps, parce qu'en 2008, il y a eu déjà une stratégie industrielle qui a été mise en place par l'ancien ministre du secteur, Jean Abdelhamid Temmar. Mais visiblement, les gens ne se souviennent pas de la conférence des assises nationales sur l'industrie, où on avait arrêté une stratégie qui s'est avéré un échec. La stratégie consistait à construire des champions publics, c'est-à-dire construire des grands groupes
publics qui seraient des donneurs d'ordre et qui construiraient des réseaux de sous-traitants privés. C'est-à-dire que le rôle dans la stratégie de M. Temmar, c'était que c'est l'entreprise publique qui donne le là, oui, qui est le champion, qui est le grand décideur, le grand donneur d'ordre sur chacun des secteurs d'activité, et le secteur privé vient en complément. En sous-traitance. On était déjà à ce moment-là, il était déjà clair que dans beaucoup de secteurs, c'est l'entreprise privée qui était la locomotive de la croissance. Donc de la croissance industrielle. Donc voilà, donc on a perdu beaucoup de temps et on s'est rendu compte à la fin que c'était voilà. Et là, Qadi Hassan, vous allez nous dire pourquoi la réindustrialisation du pays ne peut pas se faire sous Bouteflika comme vous le titrez dans votre article. Et de préférence, si vous le pouvez, faites-nous une explication de texte. Oui, alors, voilà. en deux mots, il y a un expert qui a dit en Algérie, il y a les discours, on peut tout raconter, mais lorsqu'on est un opérateur économique, qu'on a envie de s'engager dans une activité, et qu'on fait des arbitrages. Exemple, je sais pas, j'ai une parabole devant moi. Voilà, on veut vendre des paraboles en Algérie. On fait un parallèle. Les incitations, si on fait une usine pour produire des têtes, tout le matériel lié à cette filière-là, ça coûte tant. Si on importe, ça coûte tant, et le calcul est vite fait, l'importation est plus rentable. Voilà. Oui, oui. C'est le cas depuis 15 ans. Oui. C'est le cas depuis 15 ans, donc il y a une incitation implicite à importer. Il y a une incitation implicite par le fait que les incitations pour produire sont faibles, elles sont pas suffisamment différenciées, elles sont pas claires. Alors ça, c'est juste au niveau des incitations. Je ne parle pas du processus après pour investir toutes les difficultés qui peut y avoir. Oui. Donc, et pourquoi on peut importer plus facilement? Parce que le facteur qui pouvait bloquer la difficulté d'importer, qui était la rareté de la devise, ce facteur-là s'est estompé doucement au fil des années 2000 avec la montée du prix du pétrole, les réserves de change. Voilà, on s'est retrouvé dans une situation où le rationnement de la devise a disparu, même si d'abord on a essayé de le rattraper ensuite avec la lettre documentaire, le fameux Crédoc, etc. à partir de 2009. Mais le mal était fait, la structure de fonctionnement du patronat algérien est tournée en priorité vers l'importation, et c'est du calcul économique primaire. Voilà. Donc le gouvernement veut changer ça. Parce que bon, il est évident qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il y a qu'à regarder les indicateurs aujourd'hui, notamment le prix du pétrole qui baisse et qui inquiète de plus en plus les décideurs. Mais on veut changer, mais on ne sait plus comment changer. En fait, le grand drame aujourd'hui, c'est que cette conférence-là a montré que la volonté de changer de modèle est là, elle est exprimée politiquement, mais on ne sait plus le faire. Et pour le faire, en fait, on doit casser le modèle sur lequel est assis le régime de Bouteflika. Le modèle sur lequel est assis le régime de Bouteflika, c'est celui d'utiliser la rente pétrolière pour acheter de la paix sociale, voilà, à coût de subventions, à coût d'emplois aidés, à coût de dépenses budgétaires pour calmer le front social, faute de légitimité politique suffisante. Et si on veut rendre efficace, efficiente, compétitive l'industrie algérienne, il faut déjà agir sur ce système de prix, sur le système des subventions, et donc agir sur le consensus politique tel qu'il a été défini par Bouteflika. Et Bouteflika ne le fera pas. C'est-à-dire que, pour parler simple, si le régime entreprend ce qu'il recommande, il se tirerait une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête, quoi, parce qu'il ne pourrait plus entretenir cette anesthésie générale, cette hyper importation de produits de consommation, donc il ne pourra pas le faire, en fait. C'est bien ce que vous dites dans votre titre. Est-ce que c'est ça le sens? Alors écoutez, on subventionne beaucoup de produits importés. La première des choses, ce serait d'arrêter de les subventionner. Même les produits de première nécessité? Pas d'arrêter complètement, de diminuer, de réduire la subvention. Oui. Il s'agit en premier de rendre plus cher les importations.
Il faut les rendre plus chers. Sinon la production algérienne ne peut pas démarrer. Dans tous les secteurs, vous allez le secteur le plus insignifiant, de la brique rouge, du matériel de construction, il est plus facile. Matériaux de construction, vous vous rendez compte, matériaux de construction, il est plus facile d'importer du ciment que d'en produire en Algérie. Mais est-ce que nous pouvons nous le permettre si demain nous adhérons à des organisations internationales du commerce, à l'OMC? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Nous sommes dans une configuration extrêmement ouverte dans la relation avec l'Europe, qui est notre premier marché. Est-ce que nous pouvons nous permettre de protéger nos produits? Est consommé déjà à 80% avec l'accord d'association. C'est déjà fait. Donc en fait, ce sont les bienfaits qu'on n'a jamais réussi à tirer. Il aurait fallu, quand on s'est mis à ouvrir, il aurait fallu réfléchir. Que faut-il faire de l'industrie algérienne? Comment elle est plus protégée, ça y est. Comment faut-il la redéployer? Et comment il aurait fallu la redéployer? On était dans une configuration maghrébine. On est dans une configuration comme le Maroc, comme la Tunisie. Quand on a un marché qui s'ouvre, et encore le marché tunisien est beaucoup moins ouvert que le marché algérien, on est obligé de nous-mêmes nous insérer dans la chaîne de valeur internationale. C'est-à-dire de nous proposer comme étant une plateforme de production pour certains segments, dans certaines filières, comme aujourd'hui dans l'automobile, dans les matériaux de construction, en 2007, il y a eu des secteurs qui ont été désignés comme étant prioritaires. Encore une fois, du temps de Thomas. Mais rien n'en est sorti. Alors, les secteurs, c'était agroalimentaire, matériaux de construction, pharmacie et automobile, mécanique en général. Bon, on voit que 6 ans après, on n'a jamais réussi à organiser ces priorités, à construire ce qu'on appelle des avantages comparatifs pour faire en sorte que l'Algérie soit attractive, au moins sur les secteurs qu'elle a désignés comme étant prioritaires. Cette politique n'a pas été conduite parce que l'orientation au niveau de la présidence, l'orientation au niveau du gouvernement, c'était encore le tout public. C'était encore la défiance vis-à-vis des acteurs du privé. Elle est toujours valable, cette défiance. C'était la guerre aux multinationales avec le 51-49, avec la Banque d'Algérie qui refuse le rapatriement des dividendes. Il y a des grands acteurs mondiaux qui sont présents en Algérie qui ne peuvent pas rapatrier leurs résultats, alors que la loi le prévoit normalement. Ils viennent investir en Algérie, s'ils font des bénéfices, ils ont le droit de rapatrier une partie. C'est défini par la loi. Ça a commencé avec l'affaire Jay-Z, ça a continué avec plein d'acteurs financiers notamment et autres. Et donc le climat des affaires s'est totalement dégradé et nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous sommes seuls. Alors, dans votre article, entre options que vous préconisez, vous dites « Un bond en avant des investissements directs étrangers en Algérie est clairement nécessaire aujourd'hui pour réduire les gaps nombreux. » Est-ce que les IDE, ces investissements directs à l'étranger, ne peuvent pas avoir une influence sur les emplois en Algérie, entre autres effets pervers que cela peut avoir? Vous préconisez 10 milliards de dollars d'IDE. Je ne connais pas de pays dans le monde, si je connaissais un pour me citer, qui se plaint d'avoir beaucoup d'IDE chez lui. D'accord. Ça n'existe pas. Par contre, il est évident qu'on ne peut pas compter que sur les IDE pour développer un pays. Ce serait une erreur et une naïveté que de le croire. Le développement industriel d'un pays a besoin, en fait, des porteurs de projets nationaux, a besoin de projets de format tournés vers l'économie locale, qui n'a pas besoin de high technology, qui n'a pas besoin nécessairement des meilleures pratiques de management. Mais ce type de projet se combine dans le champ industriel, dans le champ économique, dans le tissu, se combine avec des projets locomotives, des projets qui sont, eux, portés par les nationales, qui diffusent des meilleures pratiques, qui diffusent la nouvelle technologie, qui permettent du transfert de technologie, etc. C'est la combinaison des deux. On ne peut pas marcher sur un seul pied. Et l'Algérie, depuis 2010, capte moins que Chypre, pour rester dans le bassin méditerranéen, moins que Chypre tous les ans en investissement direct étranger. C'est quand même extrêmement pénalisant. Aujourd'hui, personne ne peut nier que l'arrivée de Renault, c'est demain, mais l'arrivée d'autres acteurs dans la téléphonie mobile, par exemple, ça a démarré, s'il n'y avait pas d'opérateur en Algérie qui pouvait la faire démarrer. Bon, on a choisi un opérateur moyen-oriental ou égyptien au départ, mais il est incontestable que ça a fait bouger le secteur. Et ainsi de suite, dans le secteur des banques, peut-être qu'il n'aurait pas fallu donner 100% aux banques dès le départ, c'est peut-être une erreur, c'est un secteur où il aurait fallu les associer à des acteurs nationaux, ils sont à 100%, mais l'arrivée de ces banques-là, pour la partie où elles travaillent, a modernisé le secteur financier algérien. Qadi Ihsan, je vais citer le chapeau de votre article. L'idéal pour l'Algérie serait d'avoir à la fois la démocratie
tunisienne et l'attractivité économique marocaine. C'est la lecture économique, voilà, c'est tout. L'idéal pour l'Algérie serait d'avoir à la fois la démocratie tunisienne et l'attractivité économique marocaine. Si vous nous en disiez plus sur ce vaste programme. En fait, dans l'attractivité d'un pays, il y a beaucoup d'éléments. Évidemment, la conférence de cette semaine n'a parlé que des éléments strictement économiques, mais il y a des éléments politiques. Oui. Des éléments politiques. Un processus démocratique réussi qui met sur rail l'état de droit, comme cela est en train de se passer en Tunisie, c'est un processus qui, à terme, devient un facteur d'attractivité économique. La Tunisie va devenir très attractive parce qu'en Tunisie, on saura au fil des ans qu'il y a une alternance qui va arriver pacifiquement tous les 4 ans. On connaîtra les acteurs, ils seront visibles à l'avance. On aura plus de chances d'être dans un contexte d'état de droit, c'est-à-dire que les arbitrages de la justice ont plus de chances d'être des arbitrages de droit, donc indépendants. Et donc, autant d'éléments qui rendent l'investissement pour les nationaux déjà, pour les Tunisiens, mais aussi pour les étrangers, plus attractif. Voilà, l'investissement plus sécurisé et plus attractif. Donc c'est un facteur. La démocratie, un processus démocratique réussi, qui fait émerger un état de droit, c'est un facteur d'attractivité. L'Algérie est en mesure de revenir à ce processus. L'Algérie, c'est pas ce cas. L'Algérie est plus proche de l'état de Ben Ali et des Trabelsi qui squattent les investissements des autres que de l'état de droit où l'investissement, à la fois celui des nationaux et celui des étrangers, est protégé par la loi. Voilà. Ça, c'est pour l'exemple tunisien. Oui. Ça, c'est pour l'exemple tunisien. Pour l'exemple marocain, c'est un autre modèle. C'est un modèle qui tire sa stabilité de l'institutionnalisme, de la monarchie qui existe là-bas et qui est supposée être le garant de l'unité nationale. Le Maroc, lui, par contre, a développé des outils de marché pour être attractif. Et des outils de marché extrêmement agressifs. Le Maroc fait tout le temps la danse du ventre pour capter les investissements étrangers. Évidemment, le Maroc ne les combine pas suffisamment. Par contre, avec des investissements nationaux, le dynamisme du capitalisme marocain, on va dire, de moyenne taille, est plus faible, et plus faible d'ailleurs qu'en Algérie. C'est un problème. Mais le Maroc attire de grands investissements étrangers. Il faut en tirer exemple aussi. Voilà, des acteurs comme Bombardier dans l'aéronautique, comme Airbus toujours dans l'aéronautique, comme Renault exporte, Renault-Nissan exporte pour plus de 10 milliards d'euros par an en automobile à partir du Maroc. Enfin, en tous les cas, produit. L'exportation fait quasiment autant. Et nous n'avons pas cette échelle en Algérie. Il faut regarder les deux expériences. C'est pour ça que je dis que l'Algérie devrait pouvoir combiner les deux, offrir le cadre d'un état de droit grâce à la démocratie, et en même temps, parce qu'on a pris beaucoup de recul, de retard, offrir des éléments agressifs d'attractivité parce qu'on a besoin d'attirer les entreprises du monde chez nous et pas seulement les marchandises du monde. En moins d'une minute, s'il vous plaît, Qadi Hassan, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, si ce régime, à supposer qu'il puisse le faire, ou qu'il veuille le faire, vraiment, si ce régime met en route cette feuille de route, ces recommandations, vous pensez qu'il n'y aurait pas immédiatement une réaction de la rue ? Non, il ne s'agit pas de conduire un plan d'austérité, qu'on s'entende bien, il y a peut-être un malentendu. Hein. Il s'agit pas de oui, mais s'il réduit les importations... Il s'agit de libérer l'initiative. Mais s'il réduit les importations, ou s'il les taxe de façon à ce qu'elles soient moins citatives. Je vais être direct. Oui. Il va être obligé de le faire. Il vaut mieux qu'il le fasse maintenant en le faisant progressivement. Il va être obligé de le faire. L'orientation, les revenus de l'Algérie sont en train de baisser à la fois par les volumes d'exportation des hydrocarbures et par les prix. Et par le prix. Ouais. Voilà. Donc c'est inscrit dans le trend, dans la tendance. Bien. Le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'anticipation. Sinon, il ne sert à rien, le gouvernement. Il fait de l'anticipation. Donc, en principe, il commence à réduire tout de suite. Il réduit les importations, il commence à réduire les importations tout de suite. Mais il les réduit pas juste pour punir la population. Je veux dire, la population n'a pas accès à tous les produits d'importation. Hein. J'ai fait mes courses tout à l'heure dans un souk privé. Aujourd'hui, il y a 90%
80% des produits qui sont inaccessibles voilà, c'est pas. Donc, il réduit les importations, mais pour inciter à la production, pour faire de la substitution d'importation. Oui. Donc, c'est pas des mesures impopulaires, contrairement. Il peut y avoir des mesures impopulaires sur d'autres volets, sur le volet de l'économie des énergies, par exemple le carburant. Aujourd'hui, c'est indécent de continuer à le vendre à ce prix. C'est totalement indécent. Nous sommes en train de sacrifier les générations futures parce que nous gaspillons du fuel, du diesel, et donc c'est totalement insoutenable. Ça, c'est clair qu'il faut commencer à le faire lentement. Mais quand un gouvernement explique ce qu'il fait, quand il est légitime, quand il tire réellement son autorité du libre choix des citoyens, des urnes, il peut engager ce qui n'est pas le cas malheureusement. Ce qui n'est pas le cas malheureusement, il y a ni légitimité ce qui n'est forcément pas le cas de ce régime de Bouteflika et du gouvernement Sedel. Voilà, malheureusement. Donc, ce gouvernement ne peut pas conduire des politiques qui réussissent. C'est clair. Qadhi Ihsan, merci pour cette excellente explication de texte, en espérant vous retrouver plus souvent dans notre émission. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, Inch'Allah. Cette émission est maintenant terminée. Qala khair. Azol. Salam alaikum.